Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen pour un nouveau numéro spécial du Bar de l'Europe. Un numéro XXL de près d'une heure pour aborder d'abord un sujet conso, ces tampons hygiéniques qui ne seraient pas si hygiéniques que ça. On parlera aussi avec José Bové de ce traité qui fait peur, le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Et enfin, on se demandera si l'Europe protège les jeunes qui consomment des jeux vidéo. Voici le Bar de l'Europe, Formule Maxi. Et je vous présente Robert Rochefort, vous êtes français député européen, vous êtes membre de la commission santé. Alors vous connaissez probablement cette pétition. Bonjour Tampax, où est la composition de ces tampons? Alors, un beau succès cette pétition. Qui aurait pensé qu'une femme qui se dit elle-même ne pas être une lanceuse d'alerte, comme ça, aurait réussi à avoir 200 000 signatures si vite? Et il n'échappera à personne que vous êtes un homme, mais est-ce que vous pourriez la signer, cette pétition? Oui. Oui, je pourrais la signer. Alors, je l'ai regardée, donc je ne me rappelle plus si elle est rédigée de telle sorte qu'il faut être une femme pour la signer. Mais en tout cas, sur le principe, oui, bien entendu. On va poser la question à Isabelle Ezen, c'est notre spécialiste conso. Combien de signatures cette pétition, Isabelle? Alors donc cette pétition, pour rappel, elle était lancée en août de l'année dernière. Et donc elle vient de dépasser le cap de 254 000 signatures. Effectivement, c'est pas mal pour un sujet dont on aurait pu dire au point de départ qu'il ne concernait que les femmes. Mais en fait, c'est bien plus large que ça, je crois. On peut vraiment parler ici d'une question de santé publique, parce que finalement, qu'un produit s'adresse aux hommes ou aux femmes, est-ce que tout consommateur n'aurait pas le droit d'en connaître la composition? Plus de 250 000 signatures, est-ce que ça a eu de l'effet? Alors c'est une jeune fille, il faut savoir, c'est une jeune Française d'une vingtaine d'années qui a lancé cette pétition. Elle l'a lancée envers Tampax, mais elle a écrit aussi à d'autres entreprises concernées. Et donc en fait, elle dit qu'elle n'a reçu aucune réponse, mais la secrétaire d'État française chargée de la consommation a réuni les professionnels. Alors il se serait engagé il y a quelques semaines à plus de transparence. On dira que c'est déjà un premier pas. Alors, Monsieur Rochefort, je vous ai amené ici une boîte de rouge à lèvres. C'est tout petit, mais même, il faut peut-être le lire avec une loupe, mais j'ai la composition de tous les ingrédients. Par contre, si je prends ici une boîte de protection féminine, là, j'ai beau regarder dans tous les sens, je n'ai rien. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi cette différence de traitement? Non, mais ni l'un ni l'autre. Ici, j'ai... Oui. Mais c'est illisible. Oui. Or, d'ailleurs, ce que nous demandons dans la directive européenne, sur l'ensemble des produits, ce n'est pas spécifique ni au rouge à lèvres, ni aux protections périodiques, mais nous demandons que ce soit lisible, parce que, en particulier d'ailleurs avec une société vieillissante, et le rouge à lèvres, on peut en porter même après la ménopause, donc on peut avoir des yeux qui voient un petit peu moins facilement, et donc ça, je vois d'ici, c'est totalement illisible. Et je ne suis pas d'accord. Oui, et je ne suis pas d'accord sur ceux qui disent aujourd'hui c'est la grande mode. Il n'y a qu'à aller voir sur le site internet de l'industriel. Ça, c'est la grande mode. Quand on dit non, il faut par exemple, dans les deux cas de figure, si jamais il y a beaucoup d'informations, comme ça semble être le cas sur le rouge à lèvres, il y en a beaucoup. Eh bien, il faut faire comme on fait pour les médicaments, c'est-à-dire un petit morceau de papier qui est à l'intérieur de l'emballage et qu'on ouvre et qu'on regarde. Il y a une solution technique à votre problème. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il est temps que ces produits soient des produits considérés à part et qu'on regarde s'il doit y avoir des précautions particulières pour ces produits? La réponse est évidemment oui. Elle est oui. D'ailleurs, j'allais dire, vous avez eu la gentillesse de dire que je suis un homme, ce qui est vrai, mais je dois vous dire d'ailleurs que j'ai probablement autant d'électrices que d'électeurs. Et je suis ici un représentant du peuple européen, donc je suis aussi à cet égard concerné. Mais il est absolument évident que sur ce produit, on a un peu découvert, en tout cas nous les hommes, en voyant cette pétition, que effectivement l'endroit intime où on place ce produit chez la femme est un endroit extrêmement particulier, qui est un endroit d'abord extrêmement fragile, mais surtout un endroit où il y a un échange immédiat avec l'organisme. Et donc toutes les particules, toutes les saloperies qu'on peut trouver dans ce produit, si c'est un produit que je me mets sur la main, c'est probablement pas très grave. Mais effectivement, dans le vagin ou dans d'autres endroits intérieurs du corps, ça peut être effectivement très préoccupant. Alors précisément, les fabricants de ces protections féminines ont-ils des choses à
cachées? Y a-t-il des choses qui sont dangereuses pour la santé? On a lu un petit peu de tout dans la presse. On a parlé de traces de pesticides, de traces de résidus toxiques. Qu'en est-il exactement? En Belgique, l'émission de la RTBF, On n'est pas des pigeons, a mené l'enquête. En France, c'est le magazine 60 millions de consommateurs qui a procédé à des tests en laboratoire. Le résultat en images. Les femmes les utilisent pendant des années, mais connaissent-elles la composition de leur protection hygiénique? Aucune idée. Non, j'ai aucune idée, non. Du plastique, je sais pas du tout. Non, ils expliquent plein de choses sauf ça. Non, comme ça, je vois rien. Du tout. Déjà en français, je trouve pas. Et c'est normal, la réponse n'est pas sur la boîte, ce n'est pas obligatoire. La composition se trouve en fait sur le site de certaines grandes marques. C'est là qu'on apprend qu'elles sont composées essentiellement de coton, de viscose, de polyester et de polyéthylène. Pour l'industrie, il n'y a là rien de préoccupant. Toutes les analyses qui sont menées aussi bien au niveau des produits finis que des matières premières vont assurer au niveau de l'assurance qualité que la présence de traces est absolument nulle. Pour en avoir le cœur net, l'émission belge On n'est pas des pigeons a porté en laboratoire des échantillons de 2 marques, Tampax et OB. Alors, qu'a-t-on trouvé ? On a dosé plusieurs substances, les chlorures en premier lieu. Donc là, on a trouvé des valeurs inférieures à 100 mg par litre. Donc c'est tout à fait assimilable par le corps humain, sachant qu'une eau de ville est en général à 100 mg par litre et une eau de Vichy à 450 mg. Au sujet des glyphosates et du formaldéhyde, on n'a rien détecté. Donc ces 2 substances ne sont pas présentes dans les extraits et les tampons. En France, le magazine 60 millions de consommateurs a lui mené une étude plus large sur 11 échantillons de différentes marques. Lui aussi voulait voir si serviettes, tampons ou protège-slip contenaient d'éventuelles substances préoccupantes. Dans un cas, des traces de pesticides ont été trouvées, dans un autre, des traces de glyphosate et dans 2 autres, des traces de dioxine. Nous, on a trouvé des traces, des résidus, donc des niveaux assez faibles. Faibles, mais pour autant mesurables. Comment ces résidus peuvent interagir avec les zones intimes, notamment avec la muqueuse vaginale, on ne le sait pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a été menée pour pour regarder les interactions. On sait, des médecins nous ont dit que la muqueuse vaginale, elle peut être très perméable à certaines substances et très peu perméable à d'autres. C'est vraiment au cas par cas. Et comme d'autres, le magazine français réclame plus de transparence auprès des grandes marques. C'est la première fois qu'on a un tel black-up de la part de grandes marques. On parle de groupes internationaux, on ne parle pas de petites marques, voilà, qui n'ont pas les moyens de communiquer. On parle de groupes internationaux qui ont des gros services de communication et qui, pendant 8 mois, quand on leur a posé la question, quand on a répété cette question, on considérait qu'ils ne devaient pas cette réponse aux femmes. Et ça, c'est proprement inadmissible. Un mystère qui, du coup, entretient doutes et rumeurs. Alors Robert Rochefort, des traces très faibles, mais ce sont quand même des traces de pesticides ou de glyphosate, ce désherbant dont on parle beaucoup pour le moment. Dans des produits aussi intimes, c'est vrai que ça fait peur. Écoutez, il ne faut pas avoir peur. Je crois que l'objectif, ce n'est pas d'avoir peur. À l'inverse, évidemment, j'entends le responsable d'entreprise qui dit, en gros, comme vous ne devez pas avoir peur, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, ni l'un ni l'autre ne me vont. C'est bien parce que je ne veux pas qu'on ait peur. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on a perçu comme dosage n'est pas un signal d'alerte. Néanmoins, il faut se dire franchement, ces produits n'ont rien à faire là-dedans. C'est aussi simple que ça. Donc vous voudriez, par exemple, parce qu'on l'a vu, dans certains échantillons, on trouve quelque chose, dans d'autres, on ne trouve rien. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire que sur tous les emballages, on noterait, tiens, il peut y avoir un risque de résidus toxiques? Moi, je vais vous dire, ce n'est pas ça qui me conviendrait. Ce qui me conviendrait, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire, ce qui me conviendrait, c'est qu'il n'y ait pas de risque toxique et qu'il n'y ait pas de glyphosate. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de glyphosate du tout, nulle part. Mais vous voyez bien que quand vous allez voir trace il y a plein de produits alimentaires, d'ailleurs, où aujourd'hui, il y a une obligation d'affichage des composants. Et quand vous les lisez, vous vous dites « Ah bah oui, ça y est, l'industriel a dit la vérité. » Mais alors, est-ce que c'est bien qu'il y ait tout ça? Je crois que tout ça, ça renvoie à une société de consommation des années 80 et 90, où on était encore dans l'idée, comment dire, de la grande chimie avec plein de choses et qu'il n'y avait pas de danger avec tout ça. Je crois, et nous les politiques, nous devons anticiper ce changement. Non, nous rentrons dans une nouvelle époque où il faut savoir se dire tout ce qui n'est pas utile ne doit pas être dedans. C'est aussi simple que ça. Alors ce glyphosate,
il faut rappeler ce que c'est. C'est donc un désherbant. C'est le principe actif du fameux Roundup de Monsanto, qui est le désherbant le plus vendu au monde. Et l'OMS l'a classé tout récemment comme étant cancérigène probable pour l'homme. Il faut dire probable. Ils n'ont pas dit certain, ils ont dit probable. Alors, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que le Parlement européen vient d'autoriser pour 7 ans la mise sur le marché de ce glyphosate. On est un peu étonné. Alors, j'aurais aimé que le Parlement européen soit plus sévère, mais il faut que vous soyez complet. En fait, la Commission européenne nous disait on veut reconduire pour 15 ans. Oui. Et nous avons dit non, 15 ans c'est trop. Et 7 ans, c'est quand même dangereux. Moi je trouve que c'est trop. Il aurait fallu 2 ans ou 3 ans. Mon groupe politique proposait 5 ans. Et puis le Parlement européen, c'est une majorité. Et à un moment donné, il y a une majorité et une minorité. Nous sommes arrivés à 7 ans. 7 ans, c'est déjà mieux que 15 ans. Mais pourquoi 7 ans ? 7 ans parce qu'il se trouve que cet insecticide est totalement, nous disent les agriculteurs, sans alternative aujourd'hui, sauf pour les gens qui font du bio. Alors, moi, je suis pas un paysan, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il faut effectivement pouvoir se retourner. Il faut trouver des solutions alternatives. Vous ne pensez pas que si on interdisait le glyphosate, Monsanto trouverait un produit moins nocif d'un coup à mettre sur le marché ? Là où vous avez raison, c'est que moi, je me sens trahi dans cette affaire, parce que moi, je n'étais pas, il y a quelques années, anti-OGM par principe. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le glyphosate, c'est ce qui permet de supprimer tout ce qui est vivant sur une terre. Rien ne peut pousser, sauf ce qui résiste au glyphosate. Et il se trouve qu'effectivement, Monsanto a inventé des graines qui sont résistantes au glyphosate. Donc, d'une certaine façon, là, c'est le docteur épouvantable qui dit, comme il y a ma graine qui résiste à cette saloperie, la saloperie, on peut la mettre tant qu'on veut. Ce qui est incroyable. Les OGM deviendraient à cet égard comme des procédés qui autorisent encore plus d'utilisation de saloperies chimiques, alors que moi j'avais l'espoir qu'au contraire ça permettrait d'en utiliser un peu moins. Mais je vous le dis, franchement, j'aurais aimé que ce soit pas 7 ans, mais il faut que vous sachiez d'ailleurs, au cas particulier, mais c'est de la technique parlementaire, que nous n'avions pas le pouvoir, le Parlement européen, de dire on l'interdit aujourd'hui, on était consulté mais on n'avait pas ce pouvoir. Mais sur quelle base scientifique on se fonde pour dire quand même, on va quand même le faire 7 ans ? Parce que 7 ans c'est quand même long, ça peut faire beaucoup de dégâts. On a quand même ces rapports scientifiques de l'OMS qui sont alarmants. Donc pourquoi on n'y fait pas plus attention ? Nous avons dit jusqu'à 7 ans au maximum, et s'il y a d'ici là la preuve d'une vraie nocivité, il faudra aller plus vite. Mais donc pourquoi ? il vous faut plus que les rapports de l'OMS actuels. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les scientifiques, ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas toujours d'accord. Il y a 2 agences en Europe qui n'ont pas le même avis. Il y a l'Agence européenne des produits qui nous a dit que pour eux, il y avait une probabilité que ce n'était pas cancérigène. Oui, mais elle se base sur des rapports faits par les industriels eux-mêmes. Non, fait aussi par des collèges dans lesquels il y a des scientifiques. Alors là, vous ouvrez une autre boîte de Pandore qui est quels sont les conflits d'intérêts entre les gens qui travaillent dans les agences et les gens qui travaillent avec les industriels. Vous avez raison d'ouvrir cette question. Et puis, il y a effectivement l'Agence contre le cancer, qui d'ailleurs est basée en France, qui, elle, ne dit pas la même chose. Alors on a d'ailleurs dit qu'on allait consulter une 3e agence, l'Agence des produits chimiques. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas satisfaisant. De mon point de vue, quand il y en a une agence qui dit « attention, danger », ça devrait être suffisant pour dire « nous devons ». Je ne suis pas un adepte du principe de précaution qui nous empêche de faire de la recherche et de l'innovation. Mais quand vous avez une agence qui dit « attention, danger », à mon avis, ça devrait être suffisant. Et puis, vous savez aussi qu'il n'y a pas que la question du cancer, il y a la question des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a plein de suspicions. C'est une question très large. Moi, je vous le dis franchement. D'ailleurs, j'ai mené la semaine dernière un combat pour qu'on aille plus loin que ce que nous avons fait. Bon, nous sommes arrivés un peu au milieu du gué. C'est un compromis. J'espère, c'est un compromis. Il y a des compromis qui sont des bons compromis, il y en a qui sont des moins bons. Celui-là n'est pas le meilleur que j'ai eu à voir, mais nous allons continuer le combat, puisqu'on peut employer peut-être ce vocabulaire un peu guerrier. Alors, on parle du glyphosate, on parle de Roundup, mais il y a des tas de produits ménagers qui posent problème. Le magazine français 60 millions de consommateurs a analysé toute une série de produits d'entretien, et certains de ces produits posent vraiment des problèmes, sont nocifs pour la santé, sont nocifs pour l'environnement. C'est quand même un problème de santé publique. Est-ce que le Parlement européen ne pourrait pas s'emparer de cette question ? Alors, j'ai lu attentivement ce dossier. Et moi, je suis un député qui défend le consommateur. Ça fait 30 ans de ma vie, avant dans des fonctions antérieures où je défendais le consommateur. Il n'y a pas
en tant que tel d'inscription de certitude de nocivité pour le consommateur. Simplement, il y a des produits qui sont effectivement nocifs, mais tous ces produits-là ne sont pas des produits que l'on mange, que l'on boit ou qu'on se met dans le vagin, si on fait référence avec les tampons de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'idée. Il faut changer de paradigme, comme on dit. Pourquoi il y a tous ces produits? Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des résidus. C'est parce que nous avons, les gens du marketing nous ont tous influencés en nous laissant croire que pour que nous soyons dans une maison saine, il fallait qu'on ait des Mister propres, des Mister clean, avec des gros bras, des gros muscles qui viennent avec des produits extrêmement puissants pour crée des phobies. Tout ce qui bouge. On crée des phobies et on s'éloigne de ce qui devrait être le bon sens, qui est aujourd'hui, à mon avis, en train de revenir, qui est la recherche tout simplement du moins. Le moins peut être bénéfique. C'est pas toujours le toujours plus qui peut être bénéfique. Savoir que chez soi, si on utilise du vinaigre blanc plutôt que tout un tas de produits qu'on achète très cher au supermarché, on fait des gains de pouvoir d'achat. Eh bien, on achète un produit naturel. Précisément, moi, Robert j'en utilise Rochefort, du vinaigre blanc chez moi. Précisément, on va demander à l'émission. Ibtissem de nous rejoindre. Ibtissem, c'est notre grande spécialiste des missions impossibles sur le web. Et Ibtissem, on vous a demandé de trouver sur le web des alternatives, des solutions pas chères, des astuces de grand-mère, si j'ose dire, pour ne pas se faire empoisonner par toute une série de produits. Est-ce qu'on trouve des choses comme ça sur la toile? Alors, les mamies ont la cote sur le web. On trouve en tout cas leurs astuces en grand nombre. Alors, j'ai trouvé pas mal de blogs, de pages Facebook, de tutos YouTube dédiés aux recettes de grand-mère. Alors moi, je me suis intéressée à un site en particulier, c'est simple, il s'appelle Astuces de grand-mère. Il propose des recettes pour fabriquer des produits d'entretien avec des ingrédients naturels. Et alors, il y a un produit qui est incontournable, on le trouve dans toutes les cuisines, c'est une idée? En tout cas, moi, je sens le vinaigre, là. C'est le liquide vaisselle. Peut-être. Mais... Alors, monsieur Rochefort, est-ce que vous faites la vaisselle à la maison? Alors, je ne fais pas la vaisselle, je remplis le lave-vaisselle. Bon, mais il y a quand même des petits ustensiles qu'on ne met pas dans le lave-vaisselle et qu'il faut laver à la main. Et moi, je vous propose de fabriquer votre propre liquide vaisselle. Avec il ne sera pas dangereux pour votre santé et en plus, il est économique. Alors, on va commencer par mettre un demi-litre d'eau chaude. Je vous laisse faire. L'eau est tiède, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Et je mets tout. Hein. Tout à fait. On dirait que vous faites ça tous les jours, Robert Rochefort. Non, mais elle est un peu chaude quand même, c'est pas très agréable. Moi, je voulais vérifier que c'était de l'eau. D'accord. Des fois que ce soit de la vodka. Mais non, non, c'est de l'eau, promis. Bon. On va mettre un demi-verre de savon noir liquide. Alors, le savon noir, effectivement, ça, c'est un produit de nos grands-mères. Voilà. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude que vous avez juste ici. Voilà. C'est pas dangereux, ça, Ibtissem? Non, tout va bien, Paul. Au pire, ça risque de mousser un peu, mais je suis sûre que monsieur Rochefort ne sera pas dérangé. Vous savez qu'il y a deux types de bicarbonate de soude. Alors, dites-moi. Il y a celui qui est pour, l'usage ménager comme ça, et puis il y a celui qu'on peut mettre dans l'alimentation. C'est pas le même. Tout à fait. Il faut faire attention. Mais avec l'alimentaire, on peut quand même faire aussi nos recettes de grand-mère. Oui, mais pas dans le sens inverse. Pas dans le sens inverse. C'est ça que je voulais dire. Oui. On va mettre du vinaigre blanc. Voilà, un demi-verre également. C'est celui-là. C'est celui que je sentais. Attention, doucement, parce que ça va mousser. Ah oui, il y a une réaction chimique qui se fait. Voilà. Parfait. Donc là, on a déjà notre base. Donc, on va le parfumer un peu. Pas tout de suite, on va attendre que ça pose. On n'est pas obligé, mais voyez, bon. Là, je vous prends un défaut. Dites-moi. Parce que ça, c'est quoi? C'est de l'essence de citron, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et c'est un allergène pour certaines personnes. C'est pourquoi ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et à force d'utiliser ces trucs-là, on se déforme par rapport, au fait de sentir les arômes tout à fait naturels. Mais là où vous n'avez pas totalement tort, c'est qu'il faut reconnaître que ça sent bien le vinaigre. Donc c'est déjà, une odeur qui est très forte. Alors je vous laisse le choix. On le met ou on le met pas? Moi, je le mets pas. Allez, on le met pas. Et moi, je vous offre ça. Vous allez pouvoir faire votre vaisselle ce soir. Et alors, pour info, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus puissant, vous rajoutez une cuillère à café de cristaux de soude et là, vous pouvez tout dégraisser. Voilà. Alors, si vous mettez de la soude, là, vous accentuez l'aspect chimique. Hein. Je le dis simplement. Donc, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Merci, Ibtissem, de cette bonne astuce de grand-mère. Vous voyez.
Mais qui ne fera peut-être pas nécessairement plaisir à tous les industriels si on commence à tous faire nous-mêmes notre produit vaisselle. Alors il faut dire aussi, quand je vous le dis, moi je suis une adepte des étiquettes, j'aime bien lire les étiquettes. Il faut bien l'avouer qu'il y a quand même des pictogrammes maintenant sur tous ces produits détergents pour aider le consommateur à choisir. J'ai vu qu'on les a changés, les pictogrammes. Voilà, ils viennent de changer il y a quelques mois. Justement, on va tester vos connaissances en la matière. Est-ce que ces pictogrammes sont vraiment efficaces? Est-ce que le consommateur, comme vous et moi, peut comprendre tout de suite ce qu'ils signifient? On va jouer, vous êtes prêts? Ah, c'est pas le prix du ticket de métro, c'est la Non, question c'est le du pictogramme. Allez, on y va. Alors, ça veut dire qu'il y a un danger mortel. C'est-à-dire Voilà, que c'est un produit qui est effectivement un produit qu'il faut vraiment, danger mortel. Heureusement, il est lisible. Ouais. Même s'il y a la mode de la tête de mort, que j'aime pas trop d'ailleurs, mais aujourd'hui, il y a des gens qui portent la tête de mort sans... Bonne première réponse, c'est pour j'ai vous un point. féliciter, vous avez un point. Effectivement, moi je trouve que quand on lit, c'est qu'il peut tuer ce produit. Oui. Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Alors le deuxième pictogramme, c'est le suivant, c'est le pictogramme avec le point d'exclamation. Alors, ça veut dire évidemment attention, et sauf à ce que je me trompe, ça veut dire qu'il y a... Attention à quoi? Il y a une dangerosité sur des organes. Dangerosité pour la santé Pour la santé sur des organes. et pour la couche d'ozone. Bravo. Je connaissais les organes au moins, voilà. Alors, On la couche dira, d'ozone, allez, un demi-point au moins. Ouais, même 3/4 3/4. quasiment. Et voilà, et le dernier pictogramme, qui est peut-être moins courant, un petit peu plus difficile à décrypter, qui est donc le pictogramme suivant. Alors, Ça veut dire qu'il y a des produits chimiques qui sont des produits chimiques qui sont de nature à provoquer des brûlures ou des voilà, ce sont des produits irritations, corrosifs, corrosifs, qui peuvent ronger. Mais vous êtes un peu dur parce que je trouve qu'il est quand même assez intuitif. Oui, je trouve, oui, hein. oui. Il est un peu plus difficile que les autres, mais voilà. Test Robert réussi Rochefort, brillamment. bravo. Robert Rochefort, merci d'avoir joué avec nous, merci d'être écoutez, venu voilà. au Bar de l'Europe. Merci à vous, Isabelle. Et on va passer maintenant à un sujet qui crée une grosse polémique en Europe. Il s'agit du TTIP ou du TAFTA, des initiales pour désigner le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Ce projet de traité inquiète au niveau du contenu, la manière dont il est négocié aussi, d'une manière parfois non transparente, peut inquiéter de nombreux citoyens. On en parle dans quelques instants avec José Bové, mais pour commencer, voyons ce qu'en pense Chloé, notre citoyenne européenne modèle. Chloé a mené l'enquête. Ce jour-là, Chloé s'est intéressée au commerce international. Elle voulait en avoir le cœur net. Quoi ? Un traité avec les États-Unis va nous obliger à manger des poulets à l'eau de Javel, à accepter des OGM dans nos assiettes, à rogner sur nos droits sociaux. Armée de sa loupe, de son carnet et de son couvre-chef, elle s'est mise en chasse. Première étape, les bureaux de la commission. Après avoir parcouru des couloirs innombrables et sans âme, elle avait enfin trouvé. C'est pourquoi Je suis une citoyenne européenne et je voudrais connaître le dernier état des négociations avec les États-Unis. Non mais, vous prenez pour qui? Savoir, connaître. Ici on travaille. Pour le bien des Européens, pas question de dévoiler ce qui se passe. Mais la liberté d'informer, la charte des droits... Elle s'était alors rendue chez une députée, très versée dans le commerce international. Oui, j'ai pu consulter les minutes de négociation, mais je n'ai pas pu prendre de notes, pas de photos non plus, et un huissier m'a constamment surveillée. Et qu'avez-vous trouvé? Ah ça, impossible de vous le dévoiler, j'ai dû promettre par écrit de ne rien dire. Mais bon, j'ai pu y aller, c'est une grande victoire de la transparence, et jusqu'ici, nous n'avions pas le droit de voir les documents. Chloé ne s'est pas découragée, et elle a fini par trouver cette étude commandée par la commission. Et tout s'est éclairé. Le type va générer des millions d'emplois. Il va faire diminuer les prix, augmenter les salaires, un gain considérable de pouvoir d'achat. Mieux, cette nouvelle alliance répandra ses bienfaits sur toute l'humanité. Les nouveaux mariés vont acheter plus encore aux pays tiers. La planète en sera transformée. Mais pourquoi, se dit Chloé? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Et surtout, pourquoi mon papy Paul est-il contre ce magnifique projet? Serait-il un conservateur, un immobiliste, un rétif au changement? Pire, un aigri, incapable d'accueillir la bonne nouvelle. Chloé a rangé sa loupe, retiré son chapeau et s'en est allée. Elle devait convaincre son papy du monde de félicité que nous promettait le type. Avec nous, José Bové, vous êtes député européen dans le groupe des Verts, ancien éleveur de brebis, toujours activiste en tout cas dans l'âme. Qu'est-ce que vous dites à Chloé? Qu'elle est bien naïve?
En tout cas, je dis à Koé qu'elle a mené une bonne enquête, mais qu'effectivement, elle est tombée sur un mur. Et c'est vrai que c'est un scandale, parce qu'un parlementaire européen, effectivement, il peut regarder des documents, simplement, il ne peut rien dire. Il ne peut pas les photographier et il ne peut pas les divulguer à l'extérieur. Vous êtes allé les voir, ces documents? Alors moi, j'ai refusé parce que je refuse de signer un papier. Mais le jour où je vais y aller, je vais m'engager à les divulguer. Je ne sais pas si on me laissera rentrer. Vous allez encore finir en prison, José Bové? Écoutez, si pour la transparence, il faut à un moment franchir la ligne jaune, je crois qu'il faut la franchir. Parce que cette façon de faire est complètement inacceptable. Mais sans même avoir vu ces documents, vous dites que c'est un pacte avec le diable, ce projet de traité? Alors, quand on prend globalement le traité, on nous a fait miroiter un enrichissement des Européens au doigt mouillé. Aucune étude n'a été menée sérieusement et donc les bénéfices sont très limités. Si on prend un secteur comme l'agriculture, la monnaie d'échange qu'on devra payer avec le TTIP va être considérable, notamment au niveau des importations en Europe de viande bovine. Mais il faut rajouter à cela l'accord qui est déjà en train d'être négocié avec les Canadiens, qui est de la même chose, qui est le même type d'accord. Si on rajoute à celui-là l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire le sud de l'Amérique latine, c'est entre 20 et 25% de l'élevage bovin qui va disparaître. Quel est l'avantage pour les paysans? Zéro. Pour les consommateurs, néant. Et on pourrait rajouter à cela la question des normes, la question des règlements. En gros, qui va bénéficier de cet accord? Le marché des multinationales. américain ne va pas s'ouvrir à l'Europe? Vous n'allez pas pouvoir vendre plus facilement votre bon fromage de Roquefort? Le problème, c'est que je n'ai pas besoin d'un accord de libre-échange, ni pour vendre du vin, ni pour vendre des fromages. Tout le marché est ouvert et beaucoup de choses sont ouvertes. Ce que veulent en fait quelques entreprises, c'est de pouvoir rentrer dans les marchés publics américains. Mais là, ils se rendent compte que le marché est fermé parce qu'aux États-Unis, il y a des règles qui obligent les compagnies d'être américaines pour pouvoir travailler dans les communes, travailler dans les États. Et c'est une bonne chose. Et ça changera peut-être, on va en parler. Et j'espère que non. J'espère que non, parce qu'il faudrait que les Européens aient les mêmes règles. Pourquoi s'ouvrir pour détruire des emplois? Si on est capable de remplir nos services, faisons-le avec nos propres entreprises. Alors, je vous présente notre super citoyen du jour. C'est Corentin Bessal, vous êtes philosophe, vous êtes chercheur, directeur scientifique au centre Jean Gol. C'est un centre qui dépend du parti de Charles Michel, le Premier ministre en Belgique. Vous êtes libéral et fier de l'être, et ce projet de traité, ça ne vous inquiète pas? Non, je trouve que c'est une excellente nouvelle, effectivement, qu'on puisse signer un traité comme ça, et j'espère qu'il sera vraiment adopté. Donc moi, je suis très attaché au principe du libre-échange, et je pense que ça sera une date importante dans l'histoire du libre-échange. Et la raison pour laquelle, effectivement, j'y suis très attaché, c'est au moins 4 raisons. Disons qu'il y a d'abord une raison éthique. Je ne vois pas à quel titre une personne A et une personne B seraient interdites ou restreintes dans leur capacité d'échanger des biens et des services pour la simple raison qu'ils habitent 2 continents différents. Il y a une raison politique aussi. Je pense qu'effectivement le commerce à toute époque a toujours permis de pacifier les relations entre les peuples, et c'est sur cette base-là d'ailleurs que l'Union européenne a été bâtie. Il y a plus d'un siècle, il y avait le philosophe, un de vos compatriotes, Benjamin Constant, qui disait « Nous sommes arrivés à une époque où le commerce va remplacer la guerre », et un autre de vos compatriotes, Frédéric Bastiat, un économiste du 19e siècle aussi, disait que lorsque les marchandises ne peuvent pas franchir les frontières, c'est les soldats qui franchissent les frontières. À pas mal de points de vue, pour reprendre ce que vous disiez, je pense quand même que c'est un avantage économique considérable. On a quantifié, parce que l'échange en tant que tel est créateur de valeur. C'est-à-dire qu'ici, en l'occurrence, le TTIP va pouvoir rapporter, selon diverses estimations, l'équivalent pour les Américains de 95 milliards d'euros. Pour les Européens, ça serait 119 milliards d'euros, c'est-à-dire 545 euros par mois et par ménage. En fait. Et en ce qui concerne l'agriculture, je pense qu'on a tout à gagner, puisque comme vous le savez, notre agriculture a une balance positive par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on exporte plus de produits agricoles qu'eux n'en exportent chez nous, et que grâce à ça, effectivement, je pense que le traité va permettre effectivement d'encore accentuer et d'exporter encore plus.
Je pense par exemple aux pommes européennes qui sont vendues un peu partout, sauf aux États-Unis. Les produits laitiers sont soumis à des graves restrictions, et notamment jusqu'à 159%. Donc, à pas mal de points de vue, je crois que c'est un avantage. Et dernier avantage, je pense, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des normes communes qui vont pouvoir peut-être devenir des standards communs qui s'imposent à toute une série d'autres pays comme la Chine et qui sont bâtis sur les valeurs communes qu'on a avec les États-Unis, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie. Réaction, José ? Écoutez, moi j'ai envie de prendre juste un exemple. On a un accord de libre-échange qui existe, non pas l'Europe et l'Amérique du Nord, mais entre les pays d'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada. Cet accord aujourd'hui est une catastrophe au niveau industriel, au niveau agricole, au niveau des normes. Et les Canadiens que j'ai vus encore aujourd'hui même, que j'ai rencontrés, sont très inquiets de l'accord qui peut être signé aujourd'hui entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Parce que ce qu'ils ont vécu pendant ces 22 dernières années, depuis que l'accord est venu en œuvre, l'ALENA, c'est la diminution des normes canadiennes au profit des entreprises américaines. En 20 ans, ils ont été inondés d'OGM alors qu'ils n'en avaient pas. Ce sont les compagnies américaines qui ont investi et qui ont transformé complètement l'élevage canadien. Les ressources en eau sont privatisées maintenant par des entreprises. Bref, aujourd'hui, on est dans la destruction des règles et de l'état de droit. Et c'est cela qui est posé à travers ça. Donc, le marché, qui est du commerce, oui. Et c'est ce qu'on a construit à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a construit le commerce en même temps que des règles avec des normes. Là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on a du commerce et les entreprises pourront attaquer les États qui ne respecteront pas ou qui ne voudront pas respecter leurs investissements. C'est complètement différent du commerce. Le commerce, ça peut être positif, mais du commerce qui est imposé, et c'est le commerce, c'est-à-dire les entreprises transnationales qui imposent des normes, là, c'est un vrai danger. Mais c'est pas dangereux, c'est pas un péril pour les. Je pense qu'effectivement, normes, il y a toujours des avantages, des inconvénients dans tout traité, et là, je suis d'accord avec vous. Mais ici, effectivement, je pense quand même, et vous le savez, que le mandat prescrit explicitement qu'il y a un certain nombre de domaines qui ne seront pas négociables, et notamment les OGM. Et il n'est pas question non plus, je pense que là c'est une forme de désinformation, comme on le disait dans le petit reportage au tout début, d'accepter des poulets chlorés ou des OGM ou des bœufs aux hormones. Ça c'est explicitement exclu du champ des négociations. Alors en ce qui concerne l'autre problème dont vous parliez, les juridictions arbitrales, je crois qu'effectivement, là, il y a une sorte de dramatisation de quelque chose qui est un processus normal. Ça existe effectivement déjà depuis 70 ans. À chaque convention internationale, vous avez des juridictions arbitrales qui sont mises en place. Je crois qu'on en a simple, une il faut centaine. On dit qu'effectivement, ce traité va permettre à des multinationales, par exemple, d'attaquer un État qui irait à l'encontre de cette multinationale, à l'encontre des intérêts de cette entreprise. Ça pourrait être une petite PME qui ne s'est pas exportée également. L'idée ici, c'est simplement, et ça a été limité à ça, c'est pour éviter les discriminations. Mais c'est quand même un tribunal indépendant, ce n'est pas un agent effectivement des multinationales qui est nommé par le pouvoir public avec des juges qui ont des qualifications du même type que celles de l'OMC, etc., qui seront effectivement amenés à prononcer ces jugements. Cela dit, ça ne restreint en rien effectivement la capacité des États à légiférer dans ces matières qui sont exclues, justement, la protection du consommateur, l'environnement et ce genre de choses-là. Donc ici, ça existe déjà depuis 70 ans, il y en a une centaine. Je n'ai pas l'impression que les ordres juridiques dans le monde entier se soient effondrés suite à ces accords commerciaux, en fait. Mais cela dit, il y a des dangers, ça je suis d'accord. Vous savez, on a des exemples des entreprises françaises qui ont investi, par exemple, en Égypte, comme Veolia, une grosse entreprise, et qui a attaqué le gouvernement égyptien il y a quelques années parce qu'ils avaient augmenté le salaire minimum et que donc l'augmentation du salaire minimum des travailleurs égyptiens allait diminuer leurs bénéfices. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable? Au Canada, des compagnies américaines de pétrolières ont introduit dans l'essence des produits chimiques qui n'étaient interdits au Canada. Eh bien, ces entreprises ont attaqué le Canada et ont obligé le Canada à leur rembourser des millions d'euros pour les années où ça a été interdit, et ensuite ça a été autorisé. Donc on n'a pas du tout un équilibre. José Bové, quand Corentin Desailles dit on ne discutera pas du poulet au javel, du bœuf aux hormones, tout ça ne fera pas partie des discussions, les Européens peuvent être rassurés sur cette question-là, il a raison ou pas? Non, je pense qu'il a tort pour une raison très simple, c'est que l'Union européenne déjà est en train de mettre
ces règlements en cohérence avec l'ouverture des marchés. On voit que, par exemple, le lavage des carcasses américaines de bœuf à l'acide lactique est autorisé maintenant dans l'Union européenne, ce qui était complètement impossible. Par exemple, sur les OGM. Aujourd'hui, l'Europe a changé sa législation, c'est chaque pays qui va interdire, ce qui veut dire qu'au niveau européen, on n'interdira plus. On ne pourra plus interdire les OGM au niveau européen et les compagnies pourront ensuite attaquer chaque État. Je pense à Monsanto qui est la plus connue, mais pourrait très bien attaquer un pays faible de l'Union européenne qui aurait interdit les OGM. Ce sont des choses qui vont être possibles. Donc il y a un très grave risque et moi je le vois ici au Parlement sur énormément de domaines. Petit à petit, on diminue les niveaux de réglementation pour s'adapter à ce genre de nouveaux marchés. Alors, on va faire une petite pause, on va encore parler d'agriculture, mais avant cela, savez-vous comment fonctionne le système alimentaire mondial? Regardez les explications de Bert Kruismans, c'est un humoriste belge, il est flamand, mais il est adoré par les francophones, et le clip que vous allez voir a été réalisé pour le compte du CNCD, c'est la Confédération des ONG en Belgique. Vas-y toi d'expliquer qu'aujourd'hui, où l'on vient de lancer une compagnie aérienne pour chiens et chats, il y a 1 milliard de personnes qui ont faim. Vas-y pour expliquer que ceux qui ont faim sont surtout des paysans. Ils produisent à manger et eux, ils ont faim. Allez toi, ils n'aiment pas ce qu'ils produisent ou quoi? Il faut vite leur dire qu'ils doivent un peu se forcer. Chez nous, on mange aussi des carcoles. S'ils croient que ça c'est facile? En tout cas, je n'y comprends pas grand-chose. Surtout quand les gens qui ont faim, les paysans, nous disent qu'ils pourraient nourrir la population de leur pays. Je n'y comprends rien de rien. Mais ça, c'est pas grave. Car chez nous, on a des décideurs avec des bonnes idées. Let's go! Il y a cette idée géniale de la compétition mondiale. Ça, c'est chouette. Tu peux ressortir tes vuvuzelas. Il y a un super match entre tous les paysans du monde. Le Brésil contre le Bangladesh, les États-Unis contre le Cap-Vert. On devrait faire des paris. Pour une fois que je suis sûr de gagner. Alors José Bové, c'est un sketch ou bien c'est la réalité d'un système alimentaire mondial très libéral qui risque d'être encore plus libéral avec la signature de ce fameux traité? Vous savez, pendant des siècles, pendant que le commerce existait, il y a toujours eu du commerce agricole. Quand on ne pouvait pas produire un produit dans un pays, eh bien on allait l'acheter, je pense au café, au cacao, etc. Aujourd'hui, depuis 30 ans, depuis 1986, on a mis l'agriculture dans le marché mondial. Et on a dit, on va faire de la compétition entre les pays. Alors que le but de l'alimentation, c'est de nourrir les gens là où ils habitent. Il n'y a que 10% des produits agricoles qui circulent d'un continent à l'autre. Et la volonté de quelques multinationales comme Cargill, c'était de se dire, bon, on va augmenter ce marché. Mais c'est complètement aberrant parce que les gens se nourrissent en général, quasiment partout sur la planète, avec l'agriculture qui est produite chez eux. Et c'est bien le but de l'alimentation, c'est pas d'interdire le commerce, mais c'est de se dire, ben, l'alimentation de base, elle est produite là où on l'a fait. Quand on fait un vin de qualité, une appellation d'origine, qu'on l'exporte dans un pays, que ça vienne d'un pays ou un autre, peu importe. Quand on fait des fromages d'appellation, qu'on les exporte, peu importe. Ça fait partie du commerce parce que ce n'est pas la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est la vie quotidienne, surtout, comme c'est dit très bien dans le reportage, de millions de paysans du Sud dont la production est détruite parce qu'on remplace les cultures de leurs terres de cultures de rente, comme l'arachide, on l'a fait beaucoup, comme l'huile de palme, comme le soja, qui détruisent les agricultures vivrières. Corentin Desalle, une question? Mais oui, je voudrais vous interpeller justement par rapport à ce reportage et par rapport à ce que je pense être la véritable cause en fait de cette injustice qui existe entre les États occidentaux et le tiers-monde, à savoir en matière agricole, à savoir le protectionnisme en fait, quoi. Moi, je pense effectivement qu'il y a une immense injustice, c'est-à-dire que la plupart de ces produits ne peuvent pas arriver à des conditions suffisamment libéralisées qui leur permettent effectivement d'être écoulés sur nos propres marchés. On a, comme vous le savez, ici en Europe, une politique agricole commune qui subsidie les produits
agricole européen et par rapport à ces produits-là, évidemment, première injustice, les produits agricoles du Sud ne peuvent pas effectivement être en compétition. Il y a aussi des barrières tarifaires extrêmement importantes qui ne leur permettent pas d'arriver chez nous. Ils sont parfois imposés à plus de 100%. Deuxième injustice. Et troisième injustice, comme on a un système de politique agricole commune qui déconnecte en gros l'offre et la demande, vous avez beaucoup d'invendus, vous avez des quotas à respecter aussi, et ces invendus, ce qu'on fait, c'est qu'on les exporte en faisant du dumping social dans les pays du tiers-monde. Il y a même des primes à l'exportation, on va vendre du lait en poudre dans ces pays du tiers-monde qui produisent pourtant du lait, et on saccage effectivement leur économie locale au nom effectivement du protectionnisme européen qui existe également aux États-Unis. C'est pour ça que moi je pense, et c'est la question que je vous pose, est-ce que vous ne pensez pas que justement un système, un traité transatlantique, même si c'est uniquement entre les États-Unis et l'Europe, mais qui ont quand même comme pour point commun d'être tous les deux très protectionnistes en matière agricole, est-ce que ce n'est pas le premier pas, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui permettrait de descendre en partie ces barrières agricoles, ces barrières douanières pour le monde agricole? Alors, écoutez, toutes les politiques agricoles ont été construites sur des territoires, l'Europe, les États-Unis, mais je dirais la Chine, beaucoup d'autres régions du monde se sont construites pour pouvoir alimenter leur population. Et tous les marchés, au niveau des grandes productions, céréales, viande, produits laitiers, ce sont les excédents qui ne sont pas consommés à l'intérieur. Donc c'est déjà un système assez aberrant. Aujourd'hui, je vois le gouvernement chinois qui dit « ça coûte moins cher d'importer du lait en paquet qui vient d'Europe plutôt que de le produire chez nous ». Ça veut dire qu'ils sont en train de tuer leur propre agriculture et leur capacité à produire chez eux. Tout ça parce qu'effectivement, c'est un choix industriel qui a été fait. Je crois que ce qui est important à dire là par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, le dumping, il se fait toujours par l'agriculture industrielle par rapport aux agricultures vivrières. Si demain, on importe 15 à 20% de viande des États-Unis, du Canada ou du Mercosur en Europe, ça veut dire qu'on va détruire des territoires entiers de production, des zones rurales où on produit à l'herbe au bénéfice d'une industrie de viande industrielle nourrie aux hormones et véritablement élevée hors sol. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Cela va complètement contre nos modes de vie. Et je crois que l'alimentation, c'est ce que je dis souvent, c'est la première culture qu'ont les citoyens dans une région. Vivre avec sa propre agriculture, c'est défendre un mode culturel fondamental pour moi. Dernière question, José Bové. Ce fameux traité, vous pensez qu'on va le signer ou pas, si vous deviez faire un pari? Alors, écoutez, on se bat de deux côtés de l'Atlantique pour empêcher, la signature de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, et je pense que la mobilisation s'élargit. Mais vous dites des deux côtés de l'Atlantique, les Américains aussi? Aux États-Unis, on a l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui craignent pour leur emploi, les ONG environnementales, beaucoup de villes et d'États qui ne veulent pas que leurs services publics soient démantelés, ça c'est pour les États-Unis. Mais aussi on a celui du Canada dont personne ne parle. Or aujourd'hui, le premier risque, c'est la signature des accords avec le Canada, qui est quasiment conforme avec celui des États-Unis, mais comme le Canada a une belle image et que son drapeau est joli, personne ne s'en préoccupe. Or aujourd'hui, la première mobilisation, c'est de bloquer l'accord de libre-échange avec le Canada. Merci José Bové d'être venu au Bar de l'Europe. Merci Corentin Desalle d'avoir participé, d'avoir animé ce dialogue. Et maintenant, on va jouer un tout petit peu. L'Europe protège-t-elle les jeunes qui consomment des jeux vidéo, des jeux qui sont de plus en plus violents? Réponse dans ce reportage qui a été réalisé par des jeunes étudiants, des étudiants de l'école de journalisme de Louvain. C'est un reportage signé Mathieu Cuvillier, Louis et Marie Rocchini. Antoine, 13 ans, joue régulièrement aux jeux vidéo. Il tire sur des zombies et des soldats ennemis, manifestement il s'amuse. Des jeux pourtant déconseillés aux mineurs par un label européen, mais cela n'arrête pas Antoine. Il y a des jeux qui sont à moins de 18 ans, mais pour moi c'est pas trop violent, quoi. Un label unique et reconnaissable dans 38 pays européens, son nom Pan-European Game Information, PEGI en raccourci, reste pourtant inconnu des parents. PEGI, non, pas du tout. La signalétique, par contre, est facilement compréhensible. Oui, donc celui-là, c'est interdit au moins de 18. Là, c'est la violence. Là, bien sûr, c'est le vocabulaire. Et là, c'est la possibilité de
partager via Internet. Présent sur les boîtes, les bandes annonces et même depuis quelques mois sur les applications mobiles, Peggy reste dans la majorité des pays d'Europe une simple information. Le but du système, c'est d'informer les parents et les jeunes de ce qu'il y a dans les jeux, à partir de quel âge c'est approprié en termes de contenu. Ça reste un système d'information. La responsabilité reste celle des parents. Dans cette boutique de jeux, on pointe aussi la responsabilité parentale, parfois un peu trop laxiste. Dans tous les cas, nous, un parent qui achète le jeu, on ne peut pas refuser aux parents de lui vendre. Et même en cas d'interdiction, les contrôles seraient presque impossibles à mettre en place. À partir du moment où l'enfant met son vrai âge en créant son compte, que ce soit sur téléphone, sur console ou autre, à ce moment-là, le jeu ne va pas fonctionner. Si un jeu est entré moins de 18 ans, que lui a mis qu'il a 14 ans, le jeu ne tournera pas. Si le mec il a 20 ans, il n'y a rien qui vérifie sur un téléphone ou sur une console que la personne donne son vrai âge, à part en surveillant, en mettant des photos de carte d'identité et autres, qu'on sait de toute façon se procurer d'une façon ou d'une autre, ne fût-ce que celle des parents. Il n'y aura jamais, je pense, une vraie surveillance, c'est impossible à l'heure actuelle en tout cas. Les limites d'âge sont aussi peu respectées chez les joueurs de jeux vidéo professionnels. Florian est un ancien gamer, il a commencé les tournois à 14 ans. Peggy était la dernière de ses préoccupations. Non, il n'y a aucun souci par rapport à la restriction. Les joueurs mineurs doivent juste faire signer une déclaration par les parents, mais sinon, pour être honnête, j'ai jamais même pensé que le PEGI pouvait être une contrainte ou on n'en parle pas. Enfin, ouais non, on n'en parle pas du tout. Dans ce bar de tournée, des compétitions de jeux vidéo réunissent les joueurs amateurs. Pour le gérant de l'établissement, ne pas respecter la limite d'âge ne pose aucun problème, sauf si le jeune présente des troubles du comportement. Des fois, c'est un petit peu abusé. Je veux dire, moi, je suis pas forcément contre, mais j'ai mon petit frère qui a 13 ans qui joue à Call of Duty. C'est pas pour ça qu'il est forcément plus violent qu'un autre. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens plus sensibles que d'autres, mais moi, personnellement, sur ce qu'on appelle le PEGI, 3, 7, 12, 18, 16, enfin, je veux dire, moi, je trouve que le jeu vidéo, ça a une fonction cathartique et c'est justement pour faire dans le jeu vidéo ce qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. D'ailleurs, seuls l'Angleterre, l'Islande et une partie des Pays-Bas interdisent la vente de certains jeux vidéo aux mineurs. Dans certains pays, PEGI reste juste un système d'information. Dans d'autres pays, c'est un système d'information, mais il y a un soutien du gouvernement ou un soutien au niveau local, national. Et dans d'autres pays, ils ont intégré PEGI dans la loi et c'est devenu une co-régulation. À partir de ce moment-là, les distributeurs de jeux, donc dans les magasins, etc., doivent respecter les catégories d'âge. PEGI est indépendant des concepteurs de jeux vidéo, mais c'est avant tout pour les créateurs de jeux une manière de se protéger. C'est, à ma connaissance, plus les éditeurs de jeux qui essayent de se protéger aussi. À nouveau, voilà, un petit peu de sang, ils vont mettre 16 ou 18 pour pas qu'après on les attaque et elles disent tiens, vous n'avez pas prévenu. Ça pourrait éventuellement être plus clair, effectivement, puisque voilà, dans la même catégorie, il y a des jeux de 18 ans qui sont pas spécialement choquants. Il y a des jeux de 16 ans que j'ai vu plus choquants qu'un jeu de 18 ans. Depuis 2003, PEGI informe sur le contenu des jeux. L'info ne passe pas toujours, elle n'empêchera pas Antoine de jouer à ses jeux préférés. Et je vous présente Marie Rocchini, vous êtes étudiante à l'école de journalisme de Louvain, vous faites partie de l'équipe qui a réalisé ce reportage. D'abord, pourquoi vous avez choisi cette thématique ? On a choisi en fait de parler des consommateurs européens, donc des jeunes consommateurs européens. On voulait un sujet qui touche non seulement les adolescents, mais aussi les jeunes adultes. C'est pour ça qu'on a décidé de parler des jeux vidéo, puisque c'est quelque chose que les jeunes consomment de manière assez régulière et c'est un sujet dont on ne parle pas énormément dans les médias et pourtant on voit que les jeunes l'en consomment. Et qu'est-ce qui vous a étonné le plus en tournant ce reportage ? Alors il y a deux choses. La première, c'est que les parents ne connaissent pas PEGI. Donc ils connaissent les signes, le point levé pour la violence, etc. Mais ils ne connaissent pas PEGI du tout. La seconde chose, c'est que ce sont les créateurs de jeux qui ont demandé de créer PEGI. Donc c'est eux qui ont demandé... pas l'Union européenne, ce sont les créateurs de jeux. Voilà, c'est venu des créateurs de jeux qui ont demandé à l'Union européenne de faire un système de classification et ce système a été fait par la suite et donc
on peut comprendre ça comme étant, ben voilà, on a mis une classification sur notre jeu, moins de 18 ans, ben moi je m'en lave les mains si les parents laissent leur enfant jouer. Alors, vous avez voulu en savoir plus, vous avez interrogé une députée européenne allemande, Evelyn Gebhardt, qui fait partie de la commission protection du consommateur. Première question, Peggy, est-ce que c'est efficace? Écoutez. En soi, Peggy est un bon système. Malheureusement, il ne fonctionne pas tel que j'aimerais qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il soit vraiment là pour les enfants, pour qu'ils ne soient pas mis en péril avec les jeux vidéo brutaux, de guerre, qui sont vraiment très, très dangereux pour les enfants. Et pour cela, nous devons faire en sorte que ce système devienne obligatoire et qu'il soit mis en place de manière à ce que ce soit vraiment contraignant pour les producteurs, pour que les parents des enfants puissent vraiment avoir confiance en ce système, et cela, il faudra le faire bientôt. Donc vous le disiez, c'est juste un système d'information pour le moment, donc il faudrait, selon vous, interdire carrément certains jeux? Je pense qu'il y a certains jeux qui devraient être interdits. Les jeux deviennent de plus en plus réels dans les vidéos, et cela fait en sorte que pour certains jeunes, il n'est plus possible de faire une différenciation entre le jeu et la réalité. Nous avons vu dans certains pays, comme dans le mien d'ailleurs, que certains jeunes se prennent un revolver que malheureusement des enfants n'ont pas enfermé, que les parents n'ont pas enfermé, et se mettent à jouer avec et tuent un autre enfant, pas parce qu'ils veulent le tuer, mais parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'avec cette arme-là, vraiment, ils peuvent tuer en réalité. Et je pense que ça, c'est un genre qui devrait être vraiment interdit, parce que ce n'est pas viable. Donc vous le disiez, c'est de plus en plus réaliste, et donc ça inquiète l'Europe? Ça inquiète l'Europe, en effet. Ça nous inquiète énormément parce que justement, on ne peut plus faire cette différenciation entre le réel et l'imaginaire qui est dans les vidéos. Et cela peut faire en sorte que certains jeunes, et même quelques adultes d'ailleurs, soient mis en danger. Satisfaite des réponses, Marie ? Oui, je dirais que oui, parce que c'est important de mettre en place une certaine législation plus dure, parce qu'on ne peut pas permettre à un garçon de 8 ans de jouer à un jeu moins de 18, je trouve ça un peu trop violent. Ou une jeune fille. Ou une jeune fille, de jouer à un jeu interdit aux moins de 18 ans. Et il faut nuancer aussi, parce que les politiciens ne savent pas faire tout seuls, ils ont besoin du suivi des parents aussi, qui sont quand même les premiers acteurs concernés. Si le parent laisse l'enfant jouer à son jeu, on ne sait rien faire. Merci Marie. Le Maxi Bar de l'Europe va se refermer ici. Vous pouvez revoir cette émission en allant sur le site de la RTBF ou le site de TV5 Monde. On se retrouvera pour un nouveau numéro du Maxi Bar de l'Europe juste après le référendum en Grande-Bretagne. Brexit or not Brexit, suspense. Merci d'être de fidèles clients du bar.